Actualité en débat du jeudi 13 août 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons posé un lapin mardi dernier par rapport à la sensibilisation sur le coronavirus. Mais aujourd'hui, un invité avec nous, il s'agit du juriste Joël Abalo qui nous vient du ministère de la Santé. Il va nous entretenir pendant une vingtaine de minutes. Et après, en deuxième partie, nous serons avec les confrères journalistes pour décrypter l'actualité sociopolitique dans notre pays et au-delà de nos frontières. Joël Abalo, bonjour. Bonjour Madame Anita. Bonjour. Comment vous vous portez? Nous allons bien. Permettez donc de saluer les téléspectatrices d'abord et les téléspectateurs. C'est normal que vous saluiez en première partie les téléspectatrices. Allons-y. Alors, Info Corona pour commencer. Les chiffres ont été publiés hier et nous avons 284 cas actifs, 782 cas guéris et 26 décès malheureusement. Exact. Malheureusement, 26 décès. Apparemment, le nombre de décès augmente. Oui, par rapport à ce que nous avons connu au début, il y a raison de s'inquiéter parce que entre-temps, on passait des semaines entières sans décès, mais maintenant, voilà, il y a presque plus de semaines, ou sinon presque pas de jours où on n'enregistre pas de décès. Dommage pour le Cela est dû à quoi? Mais c'est dû, pas grâce, à cause de l'augmentation du nombre de cas que nous constatons ces derniers temps. Le nombre de cas a augmenté parce qu'il y a des raisons derrière. Quelles sont ces raisons-là, si ce n'est pas trop vous demander? La première raison qui ne dépend pas trop de l'homme, est-ce que je dirais ça ne dépend pas de l'homme, c'est une raison qui nous a pris de court. C'est ce que les Français disent, les foyers épidémiologiques. On a vu des foyers épidémiologiques qui sont nés de part et d'autre sur le territoire. On en a 3 ou 4. Un foyer épidémiologique dans la région de la Kara, surtout à Bafilo, dans la ville de Soudou. Un autre à Tapamé, un à Palémé, et puis à Lomé aussi. Alors, expliquez-nous réellement ce qu'on appelle foyer épidémiologique. Est-ce à dire que quand on prend telle localité, on enregistre beaucoup de malades? Comment est-ce que ça se passe? À peu près ça, en termes faciles. Les Anglais disent cluster, c'est-à-dire que dans un milieu, la propagation de la maladie va plus vite que sur les autres parties du territoire. Le cas de Soudou, si je prends l'exemple de Soudou, c'est qu'il s'était agi d'un élève qui vivait de l'autre côté des frontières au Bénin et qui vient au cours au lycée de Sédhiou. Après, il s'est révélé qu'il est positif à la Covid. Positif à la Covid, vous savez, un élève ne vit pas ex nihilo, il vit avec les parents. Il va à l'école, il a ses camarades, et tout. On a beau instaurer les mesures barrières, mais à un moment donné, ça va finir par céder. Et donc, c'est les contacts de ce cas confirmé-là qui se révèlent de plus en plus positifs. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça. Et je voudrais donc dire que... Vous êtes du ministère de la Santé, à vous. Exactement. Le gouvernement a pris des mesures correctives pour d'abord boucler la zone de Soudou. On a renforcé les forces Covid pour sédentariser les gens sur place, de sorte à ce qu'on ne multiplie pas les déplacements, pour donc permettre au virus de se propager avec la vitesse qu'on connaît en matière de foyer épidémiologique. Mais parce que derrière ça a des conséquences économiques. C'est pour ça que vous avez appris ensemble avec moi que le chef de l'État a demandé expressément qu'on active Novici pour les gens de cette localité-là. En dehors de ces assistances... Mais c'est vrai, ils auront Novici, mais est-ce que d'autres personnes seront autorisées à apporter les marchandises? Parce que absolument la pas. zone bouclée, ils auront besoin de nourriture et autres. Oui, absolument pas. Mais bon, vous savez, entre deux mots, il faut chercher le moindre. Est-ce qu'on a intérêt à chercher à se nourrir au détriment de la maladie? Je crois qu'on a voulu axer les interventions sur la protection des individus en termes sanitaires. Bon, ça n'exclut pas les dégâts collatéraux que vous évoquez, mais voilà. Entre autres mesures, le ministère, puisque vous évoquez, je viens du ministère chargé de la santé, le ministère en collaboration avec l'Organisation internationale l'Organisation mondiale de la santé, OMS donc, a renforcé l'équipe technique sur place de sorte à conjuguer leurs efforts ensemble pour
booster hors de la zone de Soudou cette épidémie. Je crois que les résultats sont patents, ça commence par diminuer. Eh bien, le professeur Iou a l'habitude de le dire depuis un certain moment qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Mais aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec le virus. Mais comment vivre avec ce virus et empêcher sa propagation au même moment? Voilà, apprendre à vivre avec le virus. C'est vrai que personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec cette expression. C'est comme si on a déjà le Covid et on fait avec, comme on le dirait pour le VIH. Moi, je dirais qu'on doit apprendre à vivre aux côtés, à côté de la Covid, parce qu'il faut éviter surtout d'attraper cette maladie-là. Et comment le faire, justement, votre question, c'est de respecter simplement les mesures barrières. Mesures barrières qui sont devenues presque une récitation, mais si vous voulez... Allez-y. Vu que le nombre de décès augmente du jour au lendemain, il faut la répétition et la... Oui, la première mesure, la plus banale, que je trouve très importante, c'est de laver à chaque fois que vous avez la possibilité de se laver les mains, mais pas se laver les mains à la va-vite, se laver les mains avec de l'eau et du savon, insister un peu, ne serait-ce que 45 minutes de lavage. 45 minutes 45 secondes, 45 secondes, excusez-moi, 45 secondes, pas jusqu'à une minute, 45 secondes minimum, pour être sûr de se débarrasser donc de ce virus si jamais on l'avait. Ça, c'est nous sommes à la télé, vous pouvez montrer les gestes à ceux qui... Oui, se laver les mains, malheureusement que je n'ai pas de savon. Si j'avais du savon, je déposerais avec l'eau. On ne pouvait pas apporter tout le matériel. Justement, je me lave les mains, je me lave entre les creux correctement, je me frotte les doigts, je me frotte les doigts. Et lorsque ça va durer pour une période de 45 secondes environ, en ce moment-là, je suis sûr que si jamais j'avais... ne serait-ce qu'un virus, le virus sur ma main, l'action-là me permettrait de me débarrasser de ce virus. Ça, c'est la première mesure phare. Ça, c'est pour moi. Deuxième mesure phare, c'est respecter la distanciation physique. À chaque fois que vous n'êtes pas seul, il faut s'assurer que votre voisin est au minimum à 1 mètre de vous. Ça évite que lorsque vous échangez... Alors, vous voyez sur les affiches, c'est mis 1,50 m au moins. Voilà, bon, ça veut dire que coronavirus, les 1 mètre on commençait pas à montrer leur insuffisance. Et c'est normal, moi je ne m'inquiète pas pour ces choses parce que le coronavirus est une maladie nouvelle. À chaque fois, les recherches évoluent et les gens découvrent d'autres choses. On nous a entre-temps dit que le virus ne pouvait pas résister dans l'air libre. Mais la littérature démontre aujourd'hui que le virus peut rester dans l'air ambiant. C'est pourquoi donc une autre mesure très forte, c'est ce que j'ai fait. Il faut utiliser désormais, porter on a dit masque, mais moi je préfère utiliser l'expression cache-nez. Une autre expression plus lucide encore, c'est cache-nez, cache-bouche. Parce que le tout n'est pas de porter le masque, mais le tout réside dans la manière de porter. Parce que qu'est-ce que nous voulons éviter? Nous voulons éviter que quand nous parlons, nous ne pouvons pas projeter à travers les salives qui sortiront éventuellement de notre bouche, des virus que nous aurions, je parle au conditionnel, à notre voisin. Mais réciproquement, nous devons, ça c'est l'action que je fais pour ne pas contaminer mon prochain. Mais l'action de prévention que je dois faire sur moi-même, c'est de me couvrir le nez, de sorte que si jamais mon voisin, lui, n'adopte pas ce comportement, ou alors comme il est démontré que le virus résiste dans l'air ambiant, que je ne puisse pas respirer ce virus-là. C'est ça qui justifie qu'on doit se couvrir à la fois le nez et la bouche. Donc l'expression adaptée actuelle, c'est cache-nez, cache-bouche. Voilà, cache-nez, cache-bouche, pour faire comprendre aux gens. Ce n'est pas seulement utiliser les cache-nez, on les met juste ici. Voilà, c'est malheureux, on voit les gens lorsqu'ils veulent parler. C'est au moment justement où ils veulent parler qu'ils mettent ça au menton, alors que c'est le moment là même qu'il faut éviter. Faut porter. Voilà, justement. Donc, voilà, je crois qu'il y a plusieurs mesures barrières, mais fondamentalement pour moi, ça répond à la problématique. Le lavage des mains, le lavage, la distanciation sociale, le port de masque, pour moi, ça suffit. Et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Oui, c'est aussi une mesure, mais je dois préciser que la meilleure des méthodes, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. C'est à défaut qu'on peut passer à l'utilisation des gels alcooliques, comme vous dites, parce que les gels alcooliques n'ont pas pour mission de vous débarrasser entièrement du virus, ça permet de fixer le virus. Alors, avec les gels, si vous portez votre main au visage, vous pouvez rapidement avoir la maladie?
C'est-à-dire, peut-être que vous êtes rentré en contact avec le virus, mais vous avez passé le gel. Je ne pense pas, parce que quand on rend le virus inactif par le gel, je crois que ça ne permettrait pas. Mais le plus important aussi, une autre mesure barrière, c'est éviter le maximum possible. Hein. Même si on se lave les mains, ce n'est même pas conseillé par ces temps qui coulent d'apporter rapidement. Moi, ce que je peux conseiller, si ça vous fait gratter au visage, le plus simple, c'est de le faire juste, de vous gratter le visage juste après s'être lavé les mains. Et là, vous êtes sûr que vous venez de vous débarrasser du virus en question et c'est envisageable. Je sais que ce n'est pas facile à faire, hein, surtout mais ce sont pour des nous qui recommandations. avons l'habitude de nous passer les mains rapidement au visage. Alors, devant cette situation, nous avons évoqué les chiffres tout à l'heure. Est-ce qu'avec le temps, le gouvernement va encore durcir le ton, par exemple l'instauration du couvre-feu à nouveau, le bouclage de certaines villes vu la situation, parce qu'au début, ce n'était pas ainsi avant que le gouvernement nous prenne ces mesures, mais aujourd'hui, ça devient inquiétant. Oui, votre question est pertinente quand on voit ce qui se passe ailleurs, hein, où on est en train de rebasculer dans le confinement systématique. Il y a raison de se poser de ce genre de questions, mais je crois que c'est trop tôt de se prononcer. Et puis, le gouvernement ne décide pas parce qu'il faut décider. Il y a toute une organisation derrière la chose, le comité scientifique qui donne des conseils. Je crois que c'est une décision que les politiques envisageront éventuellement avec les données du terrain. Mais pour l'heure, je pense que c'est vrai qu'il y a péril à la demeure, mais ça ne va pas, mais on ne va pas quand même trop crier. On n'est pas quand même le pire des élèves dans la sous-région. Donc je crois, à mon avis personnel, que c'est très tôt d'anticiper sur cette mesure. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que j'ai eu le temps d'observer qu'il y a des mesures qui existent déjà, que les citoyens ne respectent pas forcément. Et peut-être par mesure de préserver la paix sociale, le gouvernement ne met pas les bouchées doubles. Je crois que très prochainement, on serait amené à corser, en tout cas, à veiller au respect de ces mesures. Entre autres mesures, il y a un décret qui est signé depuis le 16 juillet, décret 2020-058, relatif à la circulation au niveau des plages, aux restaurants et ce que le bon français appelle les débits de boissons. Justement, parlant de débit de boissons, là je vais vous conduire dans votre domaine sur le plan juridique. Le maire du Golfe 5 ne cesse de faire des sorties et la dernière fois, selon cette déclaration, il serait obligé de fermer certains bars. Dites-moi, juridiquement, ça tient? Non, il est dans ses droits, ce maire que j'apprécie au passage. Moi aussi, j'ai suivi cette déclaration. J'ai dit, mais voilà un maire qui est dans son rôle d'interprétation, d'application, d'assurer l'application des normes, des lois. Effectivement, le décret dont je faisais... Alors, la loi lui autorise... L'autorise, parce que le décret 2020-058 du 16 juillet dont je faisais allusion a dit en son article 2 expressement, on a dit, les restaurants et les débits de boissons sont fermés, point. Et puis, dans un second alinéa, on a essayé d'apporter quelques assouplissements à la règle. Mais le principe, c'est que les bars et les débits de boissons sont fermés. Donc, dans ces conditions, le maire territorialement compétent peut donc envoyer la police municipale pour obliger ceux qui ne respectent pas cette disposition à s'y faire. Donc, ce maire est pleinement dans son rôle, la loi le lui autorise. Alors, il n'en fait pas de trop. Non, exactement. Dites-moi, si les forces anti-Covid arrivent dans un bar et qu'ils voient que les mesures barrières ne sont pas respectées, est-ce qu'on doit interpeller le tenancier du bar ou on doit interpeller ceux-là qui sont venus acheter ou boire? Les deux, parce que le décret dont je faisais allusion a dit dans cette dernière disposition que le non-respect à ces mesures, ils ont donné des mesures punitives. Ils ont renvoyé à l'ordonnance 024 du 3 juillet qui parle des mesures, des conséquences des mesures barrières. Donc, on doit interpeller les deux. Les deux parce que c'est les deux qui sont en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Cette loi a prévu qu'on punisse les personnes physiques, mais les personnes morales. Je veux dire qu'on peut aller jusqu'à la fermeture de cette débit de boisson est prévue comme punition. Mais ceux qui seront éventuellement dans ces cas seront considérés comme en conflit avec la loi, tout simplement parce que la loi a interdit et vous le faites. Et si vous voulez les conséquences, je peux vous énumérer. Ça veut dire que vous pouvez, déjà quand on vous prend, le policier ou l'agent qui
qui contrôle le non-respect de ces dispositions peut vous infliger une amende qui va de 3 000 à 20 000 selon son appréciation, l'appréciation de la gravité des faits. Mais lorsque vous récidivez, les sanctions sont beaucoup plus corsées. Là, ça va de 50 000 à un an. Et ce qui est intéressant, je voudrais toujours rappeler à nos citoyens, c'est que la récidive peut vous amener, l'agent peut vous mettre les menottes et vous faire passer un séjour, vous faire par lui. Le procureur peut vous faire passer un séjour à la maison d'arrêt d'1 an à 6 mois. Et pour ceux qui sont détenteurs de débit. D'un an à 6 mois ou d'un mois à 6 mois? D'un mois, je dis un mois à 6 mois, selon ce que le juge aurait décidé. Mais c'est le quantum qui est prévu. Mais ceux qui détiennent les débits de boissons, par contre, on peut aller jusqu'à la fermeture pure et simple. On a parlé de fermeture des entreprises. Débit de boissons étant considéré comme entreprise, on peut fermer. Mais les sanctions pécuniaires vont là-bas aussi jusqu'à 2 millions de francs CFA. Et dans les transports en commun, même question. C'est le chauffeur qu'on prend ou bien celui-là qui n'a pas de bavette? Non. Là, c'est-à-dire qu'une interprétation rigoureuse viendrait quand même à prendre, à verbaliser les deux personnes. Parce que si c'est dans un taxi, et qu'il est maître de son engin, la loi lui enjoint de ne pas prendre plus de 3 personnes en dehors de lui. Et s'il prend plus de 3 personnes, ça veut dire qu'il y a un refus délibéré d'observer ce que la loi prescrit. Donc, il est fautif. Maintenant, les passagers ne sont pas fautifs. Les passagers, là, c'est ambigu parce que le passager, quand il rentre, normalement, c'est recommandé que le passager, quand vous rentrez dans un taxi et qu'il y a déjà 3 personnes plus le chauffeur, ils sont déjà 4, en principe, vous ne devez pas rentrer dedans. Mais là, c'est le taximan qui, en principe, doit être verbalisé. Si l'un des passagers n'a pas de cache-nez. Par contre, ça, c'est une autre infraction. C'est une infraction différente. Le non-respect des mesures barrières en ce qui concerne le port des cache-nez est une infraction différente de ce que vous évoquez. Là, on peut le verbaliser pour non-respect, pour n'avoir pas porté de masque. On verbalise le passager. Oui, pour n'avoir pas porté de masque. Ça, c'est une infraction distincte. Alors, une dernière question, Monsieur Abalo, avant de vous laisser partir. Dites-nous, est-ce que vous pensez déjà à l'après-Covid, vous, au ministère de la Santé? Parce que nous savons qu'en cette période, c'est la période où vous organisez des vaccinations et autres là. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après-Covid ou bien vous êtes toujours dans votre posture de lutter contre Covid-19? Merci. Je crois que, comme on dit en français, à quelque chose, malheur est bon. Le ministère de la Santé, comme tous les autres secteurs ministériels, ont toujours appris de ce qui nous arrive comme malheur. Le ministère de la Santé ne fait pas exception. En termes d'organisation des autres activités, l'impact que Covid a eu sur les autres activités, je crois qu'il y a une étude qui est en train d'évaluer justement l'impact du Covid sur les activités ordinaires, les activités régaliennes du ministère chargé de la santé. Mais ce que nous avons appris, donc on composera après l'évaluation là, une analyse sera faite et puis des décisions sortiront au regard de ce que l'analyse va révéler. Mais ce que je sais d'ores déjà, ayant la chance de travailler de temps en temps, tous les jours d'ailleurs, avec les plus hautes autorités de notre ministère, c'est qu'on tire déjà les conclusions de Covid. Les réunions ordinaires qui s'organisent en présentiel, par exemple avec Covid, le ministère a donné instruction, d'ailleurs même il y a une de service qui se fait. C'est au cas où c'est utile, c'est important qu'on doit se réunir. Toutes les réunions maintenant, même les réunions de cabinet du ministre, maintenant c'est en vidéoconférence. Donc, je crois que c'est des choses qui vont se pérenniser, voilà. Covid nous a appris à gérer autrement nos structures. Je crois qu'on tirera beaucoup. Les vaccinations de masse que vous organisez souvent. Oui. On est obligé. Oui. Ces activités on est obligé de les organiser mais en respectant les mesures barrières. On ne va plus l'organiser en rassemblant plus de 20 000 personnes dans une cour d'école, mais on va l'organiser en respectant la distanciation sociale, le lavage des mains. En tout cas, tout ce qui se fera maintenant, en attendant qu'on ne trouve un vaccin pour ce virus-là. On va mener les activités ordinaires, mais en respectant les mesures barrières. Alors, M. Abalo, votre mot de fin? Mot de fin, c'est que je voudrais inviter les Togolais à ne pas se laisser aller. Comme je le dis toujours, que Covid existe. C'est vrai que la Russie nous annonce un vaccin, mais ce n'est pas demain la veille. En attendant ce vaccin, je voudrais donc nous inviter à respecter les mesures barrières, seul vaccin que nous avons trouvé pour l'instant.
Merci à vous, Monsieur Abalo. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une petite pause et on revient avec les confrères journalistes pour débattre de l'actualité sociopolitique dans notre pays et sur le plan international. Your boy vicious. Coronavirus. Eh ta oui, et nous on ne peut marquer. Bref, fio. Minga bon, vous me balez. Et la Jo, Annie. Vous, c'est les mêmes soutenus. Retour donc en studio avec les confrères journalistes. Aujourd'hui, jeudi, Adam Hadjronou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, est avec nous, et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, est aussi avec nous. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous ceux-là qui sont branchés ce matin. Eh bien, Abbas, la nouvelle est tombée hier. Vous êtes musulman. Malam Ousmane Bodi, le prédicateur et homme de médias, ce grand homme-là, nous a quittés. Oui, c'est une façon triste qu'on a appris cette nouvelle qui a au moins fait un peu de problème au niveau de la communauté musulmane, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en temps aussi il était un peu indisposé jusqu'à ce que on lui a amputé certains de ses jambes pour le problème de diabète. Comme on dit souvent, Dieu a donné, Dieu a repris, qu'il repose en paix. On ne peut que lui souhaiter que Dieu l'accueille dans son royaume. Adam, vous le connaissez certainement, même si ce n'est pas personnellement, physiquement, au moins vous l'avez suivi plusieurs fois sur des chaînes. Le malade n'est pas forcément, quand vous évoquez la question religieuse concernant cette mort-là, moi je n'ai pas trop apprécié, parce que c'est un homme qui appartient pratiquement à l'environnement médiatique. Au vu de ses prêches, puisque ces prêches-là, pour la plupart du temps, sont faits c'est pour tout le monde. En français. Et tout le monde en bénéficie. Et je pense que c'est toute la corporation qui a pris pratiquement un coup. Et souvent, ces gens de profil, il est difficile quand même de les remplacer, puisque ce qu'ils faisaient, beaucoup ne sont pas initiés là-dedans. Mais nous estimons qu'on pourra, du jour au lendemain, tout en pleurant ce illustre disparu, qu'on puisse quand même retrouver un autre profil qui puisse nous faire vivre de ces moments forts dont il nous a toujours habitués. Peut-être que ce sera vous. Le 10 août dernier était la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil. Adam, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que l'opinion connaît l'importance des faits d'état civil? Oui, je pense que depuis un moment, si nous pouvons estimer qu'il y a pas mal qui n'ont pas eu à accorder, disons, à la hauteur des souhaits, l'importance de ces états civils-là, cela a été un peu démystifié avec certaines sorties. Ça a commencé avec le ministre
Bara lorsqu'il était à l'administration territoriale, et ça a poursuivi avec d'autres également. Et ça, je pense qu'à travers les sensibilisations, beaucoup ont connu ou ont acquis un peu l'importance de ces états civils-là, qu'on n'ignorait pas le passé. Vous allez constater que ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un nombre, si nous prenons par exemple l'établissement par exemple des naissances, il n'y a pas que le mais il y a des parents qui ne le jugent pas assez important lorsque les enfants sont nés. Même gratuitement, il y a des enfants qui ne le possèdent pas. Ça voudrait dire qu'il y a un manque à gagner en ce qui concerne lorsque vous parlez de l'importance. Mais je pense qu'aujourd'hui, la même appréciation n'est plus faite parce que nous ne connaissons pas le passé. Beaucoup ont appréhendé l'importance de ces états civils-là et y attachent beaucoup plus d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, avec ces sorties, les banquements relevés, cela va encore faire prendre conscience à la population et que demain, nous serions quand même attachés beaucoup plus d'importance à ces pièces d'état civil. Abbas, même question avant que nous n'abordons votre une, puisque vous avez traité le sujet dans votre parution d'hier. Mais est-ce que l'opinion connaît l'importance des faits d'état civil aujourd'hui? Non, en fait, je ne pense pas que l'opinion connaisse essentiellement l'importance des actes d'état civil parce que même, vous voyez, les certificats de décès, certificats de naissance, tout ça là, font partie des actes d'état civil. Mais le problème est que les gens, c'est comme un manque de sensibilisation et les gens ne prennent pas importance à faire déclarer même les naissances et à faire déclarer même les décès et les actes de mariage également. Tout ça là, c'est l'ensemble là il n'y a pas une importance capitale là-dessus. Parce que par rapport au fait qu'il y a les communes, il y aura plus de sensibilisation dans chaque commune pour que les gens prennent l'importance de ça. Parce qu'entre-temps, vous avez vu que très souvent, je dis que c'est peut-être forcé que certaines organisations de la société civile vont dans les villages pour récolter des enfants et leur faire des actes de naissance qui vont leur priver gratuitement. Mais comme on l'a dit, c'est difficilement que certains parents acceptent de le faire, alors que c'est très important pour qu'un enfant qui naît ait son acte de naissance, puisque ça peut le servir par après. Donc, ça peut le servir ou ça doit le servir. Bon, lui ne comprend pas et les parents ne comprennent pas que ça doit servir obligatoirement. C'est pour cela que... Ouais, des enfants, c'est en classe de CM2 qu'on commence à faire des courses pour avoir la naissance. La naissance. Or, ceci-là n'est pas normal. Il faut déclarer l'enfant à la naissance pour que... au moins l'enfant sait qu'il a un acte de naissance. Il y a des enfants, des gens, même des grandes personnalités qui ne sont pas totalement allés à l'école, qui ne possèdent pas de certificat de naissance. Ne possèdent pas de certificat de naissance. Vous allez voir qu'à sa mort, les gens sont en train d'imaginer quel âge, c'est-à-dire on situe l'âge par rapport à une époque ou par rapport à un de ses frères qui a été à l'école, qui est dans une activité comme ça, qui a les choses. Par rapport à un événement qui a eu lieu à sa naissance. Donc, c'est même pour faire les cartes, les naissances aux enfants qui ne sont pas immédiatement déclarés à leur naissance, on se réfère à une date de référence, comme tu le dis, à un événement de référence pour qu'on dise quoi, ouais. Donc, au CM2, on ne peut pas savoir s'il est né telle date exacte, mais on se réfère à une naissance, à un événement comme ça pour faire ça. Donc maintenant, c'est les sensibilisations là qu'il faut au niveau des communes pour que les gens comprennent l'importance de ces actes de naissance. Et justement, vous avez titré de la nécessité de réformer les services d'état civil au Togo. Trop de difficultés dans le travail selon les gens. Quels gens, par exemple? Selon les agents. Les agents. Vous savez, les conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'état civil. Parce que quand vous allez dans des villages, il n'y a même pas d'infrastructure, il n'y a pas de bureau. Même ici à Lomé, quand vous allez à l'état civil de Lomé, vous allez voir, les gens sont engouffrés dans sous forme de contreplaqué, on a fait pour qu'ils travaillent, et puis c'est très serré qui sont là-bas, et dans des conditions un peu qui ne respectent pas les conditions du travail normal. Et au village, dans les localités les plus profondes, vous allez voir que c'est un kiosque qu'on met quelque part et qu'on met état civil. Donc la personne se déplace pour aller vers les parents qui peut-être veulent faire les choses, les naissances, et collecter
les informations, il envoie dans la préfecture pour qu'on établisse des actes de descente. Donc l'importance même de cet acte, je ne pense pas qu'au niveau même de l'État, les gens comprennent ça, parce que c'est à cause de cet état civil-là que nous tous nous sommes actuellement là. On peut exercer des activités, parce que par cultivation, on te demande un papier, et c'est à partir de l'acte qu'on a fabriqué au niveau de l'état civil qu'on t'a donné, qui te donne maintenant l'occasion de faire ce que tu veux, la carte d'identité, le passeport. Donc la base du travail même repose essentiellement sur les agents de l'état civil. Mais leurs conditions de travail et les bureaux dans lesquels ils travaillent, je ne pense pas que ce soit les meilleures conditions. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut que l'État puisse avoir ces genres de choses, parce que quand tu prends la voie à l'intérieur, tu peux voir même un kiosque, comme ça on écrit état civil, mais c'est révoltant, quoi. C'est pas normal que... Avec la décentralisation? Pas avec, même avant la décentralisation. Avant la décentralisation, il y a ça. Avec la décentralisation, je ne sais pas si avec la décentralisation, les gens vont pouvoir remettre les choses en ordre. Sinon, avant la décentralisation, avant les communes et autres là, il n'y avait pas, dans les villages les plus profonds, quand tu vas voir, c'est un kiosque qu'on a mis, on écrit état civil. État civil là, et quand un étranger va passer, on va dire que si l'état civil, ça ne fait pas honneur. Donc, il faudrait qu'on passe à ça avec la décentralisation, qu'on puisse bien décentraliser et rapprocher l'administration des administrés pour que ça puisse bien marcher. Eh bien, Adam, de la nécessité de former les agents ou bien de la nécessité de réformer les services d'état civil au Togo, oui, comme le dit Abbas. Oui, Abbas a touché un pas très important du sujet. Parce que vous savez, moi j'estime que les infrastructures suscitent assez l'importance qu'on y accorde à ce qu'on fait. Et c'est très important. Il a dit, mais ailleurs d'ailleurs, même ces kiosques-là n'existent pas. Ce sont les chambres des gens qui sont transformés en état civil. Lorsque vous voulez le faire, vous allez carrément chez lui à la maison pour le faire. Parce qu'il n'y a pas eu réellement des infrastructures. Et cela dépend également de l'État qui Et c'est lui qui va signer ça? C'est lui qui le fait entièrement. C'est lui qui fait les démarches. Même ailleurs, ce n'est pas eux qui les signent. C'est ils remontent à la préfecture. Bon, c'est ce qui se faisait en tout temps, avant même la décentralisation que nous connaissons. Naturellement, avec ces dérives. Moi, c'est vrai que ce n'est pas un secret de polichinelle. Je crois quand même avoir pensé à un article qui doit dire, je pense la semaine prochaine, sur le fait que d'ailleurs cet aspect de la chose doit être le reflet même de ces maires-là qui sont là aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de ces pièces d'état civil, les légalisations en tout cas, moi je pense qu'avant on pouvait un peu faire avancer des problèmes d'effectifs qui ne permettaient pas réellement à ces agents-là qui étaient là entre-temps de pouvoir réellement creuser, de savoir si les pièces qui sont donc arrivées à leur possession sont des pièces vraies ou fausses. Voyez-vous? Donc ça, je pense que les mairies aujourd'hui, avec cette décentralisation, le problème d'effectifs ne se pose plus. Et qu'à l'avenir, ils sauront quand même prendre des mesures pour réellement vérifier, pour qu'on ait réellement des pièces qui sont donc possibles à légaliser, soit des pièces vraies, qu'on ne puisse pas permettre à ce que ces maires-là puissent encore aller de dérive en dérive, comme ce que nous avions connu par le passé. Et j'estime que c'est un article qui mérite d'être pris au sérieux, d'être lu, et que cela devait réveiller un peu l'attention des... L'article est dans les kiosques, vous êtes déjà en version papier ou bien vous êtes en version numérique toujours? Eh bien, Abbas, nous continuons avec votre une. Nous savons, lundi dernier à Koumé, ce n'était pas facile. Et là, vous êtes intéressé au sujet en titrant « Manifestation suite au décès de cadres dans les localités, simple phénomène de société ou nouveau mode de revendication ». On se souvient au Nord... Nous avons posé cette question, c'est par rapport au fait que désormais, quand un cadre décède, il y a des manifestations pour réclamer ceci, pour réclamer cela. Et on a rappelé le cas de l'officier colonel Matouba lorsque assassiné, lorsque les gens des Sioux se sont soulevés pour demander qu'on leur apporte le corps de leur fils parce qu'ils doivent vite enterrer le corps. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qu'il y en a. Et j'ai fait le lien avec ce qui se passe maintenant
Mais ceux à Pomé, eux, ils se plaignent que leur fils a été vite enterré. Oui, qu'il a été vite enterré, mais il y a du flou dans leurs interprétations parce que certains disent que ce n'est pas en accord avec la famille, d'autres disent que la famille, il y a quelqu'un qui vient dire que non, la famille était avisée. Donc la manière dont il a été enterré, les gens croient qu'il est mort du Covid, d'autres disent qu'il a été empoisonné. Donc les Africains qui ne savaient même pas l'importance, comme on le dit tout à l'heure, de ce qu'on appelle l'autopsie, c'est eux maintenant qui demandent l'autopsie. C'est-à-dire ils se mettent à demander, réclamer l'autopsie de leur cadre, comment elle a été assassinée. Donc tout ceci là nous a fait croire que maintenant les revendications, on ne sait pas ce qui va en sortir demain. Si un cadre meurt dans une préfecture, les populations se soulèvent pour demander ceci, cela. Je ne sais pas comment ça va arriver plus tard. Donc c'est pour cela que nous avons fait cet article-là pour voir dans quelle mesure il faut faire tout et tout pour qu'il y ait une confiance entre l'autorité et la population. Parce que c'est cette crise de confiance qui fait que quand quelqu'un meurt, on commence par doiter et quelqu'un, par accuser quelqu'un, par faire de telle sorte qu'il n'y a pas que les autorités ne disent pas la vérité. Alors que la personne, on ne sait pas, était restée à l'hôpital. Ce n'est pas comme le cas de Majulba qui a été assassiné dans son bureau. Ici, la personne, on a dit qu'il revenait d'un atelier à Palimé. Et finalement, les gens l'ont rencontré même quelques jours plus tôt. Et il est décédé. On attend de voir demain. Nous avons dit qu'il faudrait que les autorités fassent tout pour que, au moins, quel que soit le cas, que la population ait confiance en tout ce qui se passe. Est-ce que dans cette situation, dès qu'on ouvre les enquêtes, je ne parle pas forcément du cadre de Pomé actuellement, mais quand il y a ces genres de choses, quand on ouvre les enquêtes, qu'on communique au moins les résultats aux populations de ce milieu, pas à tout le peuple togolais quand même, mais aux populations de ces milieux-là, pour qu'ils soient situés. Ouais, ce ne serait pas une piste de solution. C'est ce qui fait que les gens n'ont plus confiance en tout ce qui se passe. C'est que les enquêtes ouvertes ne sont pas encore terminées, ne se terminent même pas. On ne ferme plus, on ne vous communique pas. Dans le cas de Majulba, vous avez vu, on a ouvert les enquêtes jusqu'à ce qu'on a dit, on a pris même des munitions pour amener en France pour vérifier. Jusqu'à ce jour-là, on n'a pas de résultat. C'est ça, c'est tout ceci là, le manque de confiance. Lorsqu'on ouvre une enquête, il faudrait aussi communiquer les résultats. Puisque ce n'est pas aux populations seulement, on ne peut pas communiquer ça aux populations. On peut dire que nous sommes à tel niveau d'enquête, on n'est pas encore arrivé, mais on poursuit. Mais le silence fait que les gens doutent encore de ce qui se passe. Les gens ont beaucoup de doutes. Le silence il y a des enquêtes qui sont ouvertes par rapport aux assassinats, par rapport aux crimes commis et autres, mais jusqu'à ce jour-là, personne n'a les résultats de ces enquêtes. Et ça fait que tout le monde est inquiet et n'a plus confiance en ce qui se passe. C'est ça qui fait que les gens se soulèvent pour dire nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais est-ce que c'est les réclamations-là qui vont donner raison? Je pense qu'il y a d'autres cadres pour aller réclamer ça et demander de descendre dans les rues pour dire que nous voulons ceci. Parce qu'en descendant dans les rues, ça ne va pas donner beaucoup d'importance. Peut-être qu'il y aura une pression, mais la pression, les gens ne vont pas prendre. Ça crée d'autres situations. On a appris la dernière fois qu'il y a eu une arrestation à Pomé et autres là. Adam, dites-moi, Abbas tout à l'heure a parlé de confiance. Est-ce que nécessairement, dès qu'on ouvre l'enquête, il faut communiquer le résultat à la population? Non, je pense que ce sujet aussi a suscité notre attention puisque nous l'avons également traité. Et nous l'avons traité en disant que c'est une bombe à retardement. C'était ce que nous avons titré le mardi dernier dans notre livraison. Mais sur cet aspect, moi je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Parce que d'abord, il faut quand même, si on ne peut même pas l'empêcher, il faut naturellement le décourager. Ils ne sont pas de bons signes. Pas de bons signes. Lorsqu'un cadre meurt, on y trouve toujours des artifices de soupçons à l'égard de l'autorité.
Et ça, moi, j'estime que, comme je le disais tantôt, qu'il y a beaucoup de paramètres. Un, c'est vrai que cette crise de confiance s'est étalée et karma s'érige en règle. Lorsque vous voyez un peu dans les démarches, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des enquêtes, lorsqu'on n'arrive pas à éclairer l'opinion sur un certain nombre d'enquêtes qui sont ouvertes, ça conduit naturellement à cela. Mais lorsqu'il y a un décès, je ne crois pas que... Parce qu'en réalité, c'est un peu nos traditions, nos coutumes, etc., qui ont conduit à cela. Ailleurs, lorsque vous prenez les pays occidentaux, la France que je connais naturellement, surtout que je connais sa politique, il n'est pas opportun lorsque vous sentez qu'on vous tend, on a parlé tout à l'heure des actes d'état civil, on vous tend un acte d'état civil ou du moins une ordonnance d'un médecin disant que voilà, il y a telle famille ou tel membre de famille qui est décédé. Et lorsque vous ne vous sentez pas réellement convaincu de ce qu'on vous dit, il y a des voies de recours qui sont instaurées par l'État à ce que vous-même, famille, vous pouvez quand même vous plaindre en disant voilà cet aspect de la chose qui a été évoqué, nous ne sommes pas convaincus. Or, chez nous ici, il n'y en a pas. Un médecin qui fait une autopsie ou carrément il viendra seulement vous jeter au regard que voilà, vous avez perdu tellement. Il n'y a pas de suite, vous n'avez ni de recours, il n'y a même pas de recours à pouvoir faire. Et tout ceci, je pense que cela doit éveiller l'attention de l'autorité à pouvoir donc mettre en place, parce que nous avons, surtout nous les pays francophones, nous avons, sont des photocopies, nos institutions sont carrément des photocopies des institutions de la France. Et partant de cela, moi je pense que les réformes, les mutations qu'il y a eu dans ces institutions-là doivent également nous réveiller l'attention de nous les pays colonisés à ce qu'on puisse donc en arriver là. On en a parlé ici, je pense qu'il y a de cela 2 semaines avec le cas de la corruption. Nous avons évoqué le fait qu'il faut avoir des alternatives crédibles qui puissent donner confiance à cette population et les administrés et les administrateurs. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui a conduit à tout cela. C'est vrai qu'il faut les décourager, mais au même moment, il ne faut pas jeter du discrédit sur la population, sur ces gens d'actes, parce que quelque part, les gens ne sont pas convaincus de ce que vous leur dites. Si la personne... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai lu aussi un article qui disait que la famille a été testée négatif. Donc, ça voudrait dire quelque part que ce qu'on évoque réellement n'est pas réellement ce qu'on dit à la population. Et ça révolte. C'est révoltant. Donc, je pense que... C'est un peu comme après le décès du confrère Dominique, il y a eu un article qui est sorti par ses collaborateurs disant que personne n'est testé positif. Ni dans la famille. Donc, ça ni avec ses collaborateurs. Voilà. Donc, ça voudrait dire quand même qu'il y a des zones d'ombre qui entourent réellement, surtout le cas de Dominique, je pense qu'on en a discuté énormément. Le fait que lorsqu'il était agonisant, on a vu dans des photos et ses prises de position, ses opinions qui sont donc relayées, etc. Il y a beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est une bombe à retardement réellement, comme nous l'avons cité, et l'autorité devrait donc dorénavant prendre conscience, revoir les institutions, surtout en ce qui concerne les hôpitaux. Ce n'est pas forcément les autorités qui sont mises à l'index, quelqu'un peut recommander, c'est vrai, entre guillemets, nous n'avons pas des éléments d'appréciation pour juger de cela, mais quelqu'un peut arriver, mais il appartient aux médecins traitants de pouvoir... Mais au cas où la population réclamait l'autopsie, est-ce qu'avec le temps, on ne dira pas que ce soit pris en charge par la population elle-même, la famille elle-même? Non, l'autopsie, il y a 2 cas. Il se peut que l'autorité, au regard pas forcément que ce soit des cadres, non, c'est ce que mais je dis. Tout le monde est cadre dans sa famille. Oui, au regard de ce qui est exposé, il se peut que l'autorité puisse prendre en lui de pouvoir faire l'autopsie. Mais il peut y avoir des contre-autopsies. Parce que nous l'avons évoqué tout à l'heure en disant qu'il n'y a qu'une crise de confiance. Mais vous, la famille, lorsque vous disposez des moyens importants pour faire des contre-autopsies, tout comme ça existe en justice. La justice, lorsqu'on dit voilà le chef d'accusation est là, etc., vous pouvez aussi recommander des contre-expertises pour venir frotter avec ce qui vous a été proposé. Et ça concerne réellement nos administrations qui n'ont pas réellement suivi les mutations qui ont conduit aujourd'hui à ce qu'on assiste à ces genres de choses-là. Je pense que au fil du temps, il faudrait quand même que nous les évoquions davantage pour que l'administration puisse être à la règle, permettre à la population d'être convaincue de ce qu'on leur dit, pour démystifier un peu cette crise de confiance qui s'érige un peu en règle. Eh bien, Adam, nous restons avec vous, avec le feuilleton des évangélistes et autres. Là, cette fois-ci, vous avez sorti un autre dossier, triste attraction d'un pseudo-évangéliste toute honte bu, le sieur Jean Gratien, dans ses agitations confuses et stériles. C'est quoi avec les hommes de Dieu Non, bon, c'est vrai que nous avons déploré ici un certain nombre d'agissements parce que lié à ce pasteur-là où les gens ont été délogés manu militari, mais à ce que ça jusqu'au jour d'aujourd'hui,
il n'y a pas, en fait, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du comité de repos, je n'ai appris que dans les domiciles, les gens sont donc guettés ou carrément, il y a des gendarmes derrière les gens dans leur domicile en ce qui concerne leur culte, comment ils se prennent. Seulement, il y a quand même de ces actes de pédagogie qui sont donc orchestrés de partout. Aujourd'hui, un acte en appelle à un autre, parce que lorsque nous évoquons ces questions, nous l'avons tout à l'heure dit, avec ces actes d'autopsie, des contre-expertises, etc. Il ne faudrait pas quand même que cela puisse rentrer dans nos habitudes. Lorsque une affaire est pendant devant la justice, qu'on laisse la justice traiter le problème. Maintenant, lorsque les gens retournent au niveau des réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a la parole, et qui viennent donc essayer encore d'orienter avec des positions tranchées la population sur un dossier qui est déjà pendant à la justice, nous estimons que ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que nous, tristement, nous assistons avec un pseudo-passeur que nous avions cité, qui essaie donc de prendre des aises au niveau des réseaux sociaux pour réorienter le regard de la population sur ce passeur-là qui copie déjà au niveau donc de la justice. Nous attendons que la justice, étant donné qu'il fera forcément des mouvements, il ne doit pas forcément prendre en compte ces opinions qui sont exprimées au niveau des réseaux sociaux pour affecter naturellement les procès qui sont donc rendus. Donc nous estimons que dorénavant, en parlant donc des réformes de nos institutions, pour que ces gens-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça existe. Mais c'est quand même déplorable, ceux qui apprennent à aimer nos prochains, ceux-là qui nous apprennent à aimer nos prochains, c'est ceux-là qui se font des coups bas. En tout cas, de toutes les façons, pour ceux qui sont un peu des novices dans la question, surtout religieuse, peut encore croire à cela, parce qu'il n'y a pas de corporation. En tout cas, ce sont des situations qui existent dans toutes les corporations, mais lorsque vous prenez surtout en ce qui concerne les églises, je pense que c'est une corporation qui est naturellement un peu pourrie. Il y a donc des comptes, il faut rendre des comptes entre pasteurs, etc. Nulle part ailleurs, vous ne le verrez pas que dans les églises. Donc, cette question n'est pas tellement d'actualité aujourd'hui. C'est une corporation, comme je le disais, nous avons un regard où on nous fait croire un regard de la chose, mais ce regard est tout autre parce que c'est un secteur aujourd'hui qui fait vivre des gens. C'est un secteur où des gens sont immensément riches. On n'en parle pas assez, mais c'est un secteur qui contient. Donc, là où l'argent circule naturellement, il faut vous attendre toujours à des coups bas. Abbas, les hommes de Dieu, on les appelle comme ça, les hommes de Dieu qui se font la guerre entre eux. Mais ceux-là nous disent la guerre n'est pas une bonne chose. Finalement, on fait quoi? On fait ce qu'ils font ou on fait ce qu'ils nous apprennent? Il y a une maxime qui dit que faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Donc si vous voyez que ce que les pasteurs font n'est pas bon, il ne faut pas les suivre dans leurs activités parce que et c'est souvent là-bas même dans les églises qu'on a l'habitude de dire ça. Faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Donc nous allons sur cette maxime, ce que les pasteurs font, qui prônent l'amour entre les hommes et finalement c'est qui font le contraire. Nous, on ne peut pas les suivre. Le problème c'est que peut-être que c'est aux hommes là qui vont dans les églises de leur donner des exemples, de prêcher toujours l'amour. Parce que eux autres ils prêchent l'amour, mais ils font le contraire. À cause de certains intérêts, des intérêts peut-être financiers et autres, ou bien des intérêts entre églises, et il y a certains qui décident de se dénigrer entre eux, ils lancent des propos un peu diffamatoires vers les uns et les autres. Et ce qui n'est pas bon pour une église, ce n'est pas normal dans ces états, bien pour les hommes qui se disent hommes de Dieu, de prêcher l'amour et de faire le contraire de ce qu'ils prêchent. Moi, je ne trouve pas ça assez correct. Autre sujet, peut-être le dernier à aborder dans cette émission, c'est la question des indépendances en Afrique, les indépendances sous socle, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso. Les controverses politiques cristallisent les frustrations. Adam, c'est un de vos titres. Oui, naturellement, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, surtout sous-régionale, on n'a pas assez et cela cristallise réellement le débat, comme nous l'avons titré. Lorsque nous prenons l'annonce, et ça, cet article a fait allusion surtout à la situation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et en Guinée. Et le Bénin n'est pas loin, le Tchad également. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs même qui sont sur la Ce qui est un peu marrant dans cette situation, c'est qu'on sait de faire des rapprochements. Oui, non, mais
Actuellement, de toutes les façons, c'est vrai que les pays se réclament d'une certaine nationalisme, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de questions qui soient débattues, surtout avec les contenus numériques, les applications mobiles que nous avons. Aucune question aujourd'hui n'est nationale, aucune question. De toutes les façons, nous avons des similitudes parce que lorsqu'on dit il faut barrer, il faut faire fi au troisième mandat, etc., c'est une question que la CEDEAO a posée. Donc, lorsque cette question s'invite dans un débat dans un autre pays, c'est tout naturellement bon que cela puisse quand même attirer l'attention de tous les autres pays membres de la CEDEAO. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec le cas d'Alassane Ouattara de la Guinée, que nous avions fait, surtout lui l'a choisi. C'est vrai que moi, si je peux réserver un peu des critiques par rapport à lui, le moment choisi n'est pas bon parce que cela a fait l'ombrage. Par rapport à qui? Alpha Condé ou Ouattara? En Côte d'Ivoire, ça fait l'ombrage à cette fête nationale qui devait donc faire taire un peu certaines opinions politiques et penser nation d'abord. Ça n'a pas été le cas, vous avez vu, lorsqu'il a pris son adresse à la nation qui devait la veille de l'indépendance. La veille de l'indépendance, qui devait donc concerner des sujets d'intérêt général. On a vu que ce sont des sujets d'intérêt particulier qui sont mis en avant. Et donc la fête de l'indépendance est carrément passée outre. Personne n'y est consacré assez de l'importance, on y est seulement consacré de l'importance à ce troisième mandat-là. Mais revenant donc à ce troisième mandat-là, moi je pense qu'aujourd'hui cette question, si même cela devait donc retenir l'attention, des analyses que nous sommes, il n'en demeure pas moins qu'on mette un peu la population en dehors de tout ceci. Moi je pense qu'au sein des partis politiques, il appartient aux partis politiques de pouvoir donc choisir leur porte-étendard. Et maintenant, si ce porte-étendard-là, au vu de sa politique, ou du moins au vu de son programme de société, c'est partant de là que la population devait donc s'inviter. Et l'autre aspect de la chose qui n'est pas naturellement abordé, souvent ces modifications de constitution sont d'abord antinomiques à des débats que nous appelions à des convergences de vues issues donc des dialogues. Et pourquoi cette question lorsqu'on sait qu'il y aura modification de constitution, aucun chef de l'État ne vous dira que ça a été donc un avis qui de sa chambre disant voilà ce que je veux pour la constitution. Les gens, les tendances, les forces vives de la nation sont toujours convoquées. Pourquoi cette question? Puisque étant donné c'est eux qui tranchent les seconds mandats, etc., il faudrait quand même qu'on puisse donc trancher cette même question si de la rétroactivité ou pas de ces questions au niveau de ces dialogues-là qui sont convoqués et que cela ne puisse pas être donc des bombes à retardement comme nous le voyons d'ailleurs même avec le cas de la Côte d'Ivoire. Donc j'estime on espère juste qu'on ne va pas assister au feuilleton de 2010. De toutes les façons, tous les ingrédients sont là évocateurs de ce n'est pas seulement au Togo. L'autre fois, quand je lisais des tweets et autres, là, ça m'a fait un peu sourire quand les gens disaient qu'il faudrait que la France intervienne. Comme on le dit souvent au Togo, la France doit dire quelque chose. Nous sommes encore indépendants. Si à tout moment, on doit attendre quelque chose de la France. C'est le problème de l'Afrique, surtout Afrique francophone. Vous avez vu que tout ce qui se passe actuellement, c'est en Afrique francophone. Vous avez le Tchad qui a nommé le jour de l'indépendance et dit on autorise le maréchal. On autorise le maréchal. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se dit indépendant 60 ans après, 60 ans d'indépendance, et là, on n'est même pas capable de se dire nous allons nous prendre nous-mêmes en charge. Et que l'Afrique qui nourrit la France, qu'on intervienne, qu'on dit que la France n'a qu'à venir au secours de l'Afrique. Pour dire quoi? Pour encore continuer le colonialisme. Donc finalement, on n'est pas indépendant. On n'est ni indépendant au plan économique, ni politique, ni social, parce qu'à tout moment, on doit se référer à un pays étranger. On n'arrive pas à gérer, à régler nos propres problèmes. Vous voyez que dans certains pays, on dit qu'il y a un accord militaire qui est signé entre la France et des pays, et la France envoie ses militaires dans ces pays-là, qui sont là intervenus dans des zones en Afrique francophone, pour dire que c'est pour protéger leurs ressortissants, et même moi, ils font autre chose. Donc, ce problème d'indépendance, je pense que les leaders politiques, nos dirigeants politiques doivent prendre les responsabilités. 60 ans d'indépendance, on n'a plus besoin de la France. Ce n'est pas 60 jours. 60 ans, ce n'est pas 60 jours. Ce n'est pas 60 jours. Ce n'est pas 60 semaines. Donc c'est 60 ans, ce ne sont pas 60 mois.
On a compté depuis 1960 jusqu'à ce jour. On n'arrive pas à se prendre. Vous avez vu que comment on a pris les indépendances en Afrique, c'est à moins d'une semaine, il y a près de 3 ou 4 pays qui ont fêté leur indépendance. En moins d'une semaine. Donc on a dit, bon, prenez l'indépendance, vous avez préparé aller l'indépendance, mais on a l'indépendance. Ces pays-là qui ont voulu se mettre à l'encontre de ce que la France fait, vous avez vu comment les présidents là, qui finissent, Sékou Touré en temps, vous avez vu comment elle a terminé. Sankara est arrivé, il a voulu faire des choses, comment elle a terminé, Sylvanus Olympio c'est demain. Donc ce problème d'indépendance, il faudrait qu'on arrive nous-mêmes, Africains, à s'assumer, à prendre nos responsabilités. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens ont créé ce qu'on appelle la CEDEAO et l'Union africaine. Donc pourquoi ces instances sont là? Il faudrait qu'elles soient aussi crédibles. Elles sont là et puis on va demander l'appui de la France de venir. Nous avons la CEDEAO qui, en cas de conflit, prend des forces de sécurité, des forces de défense dans des pays pour envoyer, pour intervenir, sécuriser ces pays-là. Mais pourquoi encore faire appel à la France au plan militaire également? Ici, quand vous allez voir dans l'état-major des forces armées, les officiers français sont là. Ils sont là. Partout où vous allez, même politique, tout ça là, ils sont là. Ils ont les présidents. Merci. Merci à vous, Abbas. C'est donc fini. On n'a plus de temps. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Adam, merci à vous également d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir pour moi également. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour l'actualité en débat de ce jeudi. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h. Mais vous suivrez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.